Oui, commencer le début. Hmm. Eh bien, bonjour à tous et merci d'être si nombreux pour ce webinaire. Je tiens donc à remercier Lucas Naxa, qui est donc CEO de Neovision, et Emmanuel Hugo, donc délégué territorial de Digital League, pour la collaboration, la mise en place de ce webinaire, qui est donc axé intelligence artificielle et santé. Donc, les micros sont coupés pour les participants pour éviter tout bruit et parasitage. Si vous souhaitez poser des questions, nous invitons donc à les poser via l'onglet Q&R qui est en bas de page. Nous tâcherons d'y répondre, Emmanuel et moi-même, au moment opportun. Et si vous souhaitez converser tout simplement pour dire bonjour, ou remercier, ou nous interpeller, je vous invite donc à converser sur le chat, l'onglet Converser. Voilà, donc la session est enregistrée et nous ferons parvenir un sondage donc, dans l'après-midi afin qu'on puisse toujours des sessions d'information. Donc je me présente, je suis Linda Houssine, chargée de communication et d'animation au sein de Medicalps. Donc Medicalps est une association, donc un cluster qui représente les technologies de la santé sur le sillon alpin. Donc, l'association fête ses 20 ans cette année et représente à peu près 110 adhérents dans le domaine des technologies médicales, de la biotechnologie et de la e-santé. Donc, nous avons pour mission d'animer, de fédérer et structurer cette filière santé sur le sillon alpin pour accompagner le développement des entreprises et accroître la visibilité de la filière au niveau régional, national et international. Donc aujourd'hui, un petit point, il nous semblait pertinent de présenter ce webinaire, montrer en fait la place qu'occupe et qu'occupera l'intelligence artificielle dans le monde de la santé. En effet, avec l'avènement de la génomique comme nous connaissons et la médecine personnalisée, ça implique en fait une capacité à traiter des milliards de données avec des questions comme comment modéliser la connaissance médicale, comment modéliser une molécule, comment partager, stocker, récupérer des données, comment faciliter le geste du praticien ou du patient, ou encore comment anticiper, prévenir l'émergence d'une maladie. Donc, il faut savoir aussi que de nombreux dispositifs médicaux sont connectés aujourd'hui et donc accumulent beaucoup de données. Et il faut pouvoir les gérer. Donc, cette santé numérique accompagne le patient tout au long de son parcours de soins. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un outil qui a prouvé son efficacité et qui ouvre des perspectives très importantes pour la médecine 4P, participative, préventive, prédictive et personnalisée. Et ces outils d'intelligence artificielle ont montré leur précision et leur fiabilité dans des domaines comme par exemple l'imagerie médicale. Présentons quelques exemples de cette révolution qui n'est que le début, en fait, qui n'est qu'un commencement. Et c'est pour la santé de tous. Donc, merci à vous d'être présents aujourd'hui. Je laisse la parole à Emmanuel Hugo. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Hugo, je suis déléguée territoriale pour l'Isère de Digital League. Alors, Digital League, c'est un cluster qui représente la filière numérique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et depuis quelques semaines déjà, on a lancé tout un cycle de webinars sur différents sujets et notamment tout un cycle sur l'IA. Donc, on remercie Lucas qui est encore avec nous cette fois-ci pour parler d'IA et santé. Et ces webinars, on le fait dans un cadre particulier avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et sinon, pour spécifiquement les missions de Digital League, je vous invite à aller voir sur notre site web digitalleague.org. On a beaucoup de sujets d'accompagnement à la transformation numérique. Donc aujourd'hui, on le fait avec Medicalps sur le domaine de la santé, mais on accompagne plein d'autres filières, car aujourd'hui, comme disait Linda, il y a une vraie révolution numérique et l'IA fait partie des grands sujets sur lesquels on travaille. Et donc, on est ravis de faire ce webinaire sur l'IA et la santé. Est-ce que c'est vraiment un duo gagnant? Je vais laisser Lucas Naxa expliquer cette thématique. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci Linda, merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc, déjà, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Lucas Naxa. Je suis à la base ingénieur informaticien avec une spécialité en mathématiques appliquées parce que j'ai fait l'ENSIMAG. Ensuite, j'ai été ingénieur R&D à l'INRIA, donc j'ai travaillé sur des problématiques autour de la domotique intelligente,
savoir où sont les personnes dans une pièce, qu'elles sont en train de faire, pour adapter en fait l'usage de la pièce et du bâtiment en fait aux usagers. Et puis j'ai travaillé aussi sur la robotique sociale, faire en sorte que les robots ne se prennent pas les chaises et les tables, c'est la base, mais ensuite faire en sorte qu'ils ne passent pas entre deux personnes qui sont en train de discuter, typiquement pour tenir compte du contexte social. Voilà, j'ai travaillé sur ces choses-là. J'ai aussi travaillé sur les premiers algorithmes de détection d'émotions. À l'époque, c'était dans mon équipe en 2012. Et ensuite, en 2014, donc j'ai cofondé avec deux associés qui ont fait la même école que moi, Neovision. Et donc, on est spécialisé en intelligence artificielle. Je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait. Je suis aussi consultant logiciel pour Minalogic au travers du programme EasyTech, donc le programme de valorisation et de transfert technologique dans la région. Et suite à une consultation du gouvernement dans la définition de la stratégie de la France sur la partie intelligence artificielle, je suis devenu aussi consultant IA pour BPI France pour aider les PME et ETI à innover, à valoriser leurs données grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, et depuis pas longtemps, il y a aussi le MIAI, donc un institut interdisciplinaire en intelligence artificielle qui s'est lancé à Grenoble. Donc il y a 4 instituts en France, un à Nice, un à Toulouse, un à Paris et un à Grenoble. Donc on a la chance d'en avoir un ici. Et donc je suis aussi membre du comité de pilotage de cet institut. Donc voilà un peu pour qui je suis. Et donc aujourd'hui, je vous propose un webinaire avec Digital League et Medicap sur la santé et l'intelligence artificielle appliquée en santé. Donc, je vais vous présenter rapidement qui est Neovision et ce qu'on fait. Ensuite, ce que c'est l'intelligence artificielle. Voilà, certains d'entre vous ont déjà pas mal de connaissances, je pense, sur le sujet, mais c'est bien de faire une petite piqûre de rappel sur les notions de base que c'est le machine learning, le deep learning, etc., avec quelques exemples. Ensuite, je vais aborder un peu les spécificités de l'IA en santé. Donc là, n'hésitez pas si vous avez des questions pour approfondir certains sujets. Je ne suis pas un expert en réglementation, mais j'ai quand même quelques connaissances sur le sujet au travers des différents projets que j'ai pu faire et des différentes discussions que j'ai pu avoir et de la veille que j'ai pu faire. En tout cas, ce qui est spécifique à l'intelligence artificielle. Ensuite, je vais vous présenter quelques dernières applications sur les 4 dernières années en IA en santé. Et ensuite, des retours d'expérience, un peu ce que j'ai pu voir, moi, au travers des clients que j'ai pu accompagner ou des prospects avec qui j'ai pu discuter, et des choses que je pressens en fait un peu pour l'avenir qui sont porteuses, je pense, en IA et santé. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on les traitera au fur et à mesure. Donc voilà, Neovision, donc notre spécialité, c'est l'intelligence artificielle. Nous, souvent, c'est l'intelligence artificielle à la portée de tous. On est une société de conseil et d'ingénierie avec des ingénieurs et des docteurs qui sont experts en intelligence artificielle. On est multidisciplinaire et on intervient aux différentes étapes du projet pour aider nos clients en fait à développer des nouvelles technologies autour donc du deep learning et du machine learning. Je vais vous présenter un peu plus en détail ce que c'est aujourd'hui. Normalement, après ce webinaire, vous devriez savoir parfaitement ce que c'est ou du moins avoir les grandes bases de ce que c'est. Et ensuite, on développe des applications autour de l'analyse d'images, comprendre des images, de la vidéo, l'analyse de texte, en anglais Natural Language Processing, comprendre que le mot orange, par exemple, est une couleur, un fruit, une ville ou une entreprise en fonction du contexte qui se trouve autour. On travaille aussi sur des applications d'analyse prédictive, donc prédire le futur à partir du passé, où on a un ensemble de données et on veut pouvoir savoir comment va se comporter les données ensuite. Et ensuite, tout ce qui est recherche opérationnelle, donc ça, c'est des recherches sous contrainte, recherche de plus court chemin, d'optimisation, que vous pouvez retrouver dans pas mal d'applications, mine de rien. Et donc, ce qu'on fait, on fait de la définition du besoin jusqu'à l'intégration. On conçoit et on développe des IA qui sont sur mesure en nous basant en fait sur les données de nos clients et sur les dernières innovations qui sont souvent en open source ou alors les derniers papiers de recherche qui sont sortis dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui un domaine assez ouvert et assez libre. Voilà. Donc, on a une méthodologie en plusieurs étapes. On va d'abord diagnostiquer la problématique et quelles sont les solutions en intelligence artificielle qui sont adaptées pour nos clients. Et ensuite, on va étudier, prototyper pour avoir une première preuve de concept et ensuite passer en phase d'intégration. On va optimiser les algorithmes, les rendre robustes et les intégrer ensuite sous forme d'application et on apporte du support et de la maintenance. Donc les marchés sont assez divers aujourd'hui. Vous verrez dans ma présentation, l'intelligence artificielle, ça ne touche pas que la santé, mais ça touche tous les domaines aujourd'hui, tous les secteurs. Là, vous voyez un peu les plus grands secteurs dans lesquels on intervient. L'électronique pour tout ce qui est miniaturisation de l'intelligence artificielle, la robotique, l'interaction entre l'homme et les robots, le médical, on va pas mal en parler aujourd'hui, la santé, l'énergie,
donc tout ce qui est optimisation d'énergie et la maintenance également des systèmes d'énergie, tout ce qui est sécurité. L'industrie également utilise beaucoup d'intelligence artificielle pour l'optimisation des chaînes de production, la qualité, etc. Les bâtiments pour comprendre le comportement des usagers pour optimiser en fait la consommation d'énergie, par exemple. Et le digital qui génère beaucoup de données. Donc, dans le digital, je mets les applications mobiles, les applications web qui sont les premiers, on va dire, aujourd'hui utilisateurs de l'intelligence artificielle, mais qui se répand aujourd'hui dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Quelques exemples de clients. Bon, vous pourrez voir plus en détail sur notre site web. Le but, c'est pas non plus de vous faire d'aller dans le détail aujourd'hui, mais voilà, pour que vous voyez un peu aussi notre ADN, on existe depuis 6 ans, depuis 2014. On est une vingtaine de personnes sur Grenoble. Voilà, avec plus de 80 clients et 250 missions réalisées, avec un fort taux de satisfaction, qu'on essaie de tenir le plus haut possible en ayant à chaque fois une approche de qualité avant tout. Et ensuite, bon, j'ai déjà parlé de BPI France Minéalogique et de MIAI, et on a aussi, ça rejoint une des questions qui m'avait été posée lors de la préparation du webinaire. Vous avez pu poser quelques questions sur le matériel. Vous verrez que l'IA, c'est un trio entre algorithmes, données et matériel. Et on a naturellement des partenaires en fait, qui sont venus nous chercher. Donc, ST Microelectronics qui nous a mis dans ses partenaires pour aider leurs clients à développer des applications en embarqué, donc sur des microcontrôleurs et des microprocesseurs. Aujourd'hui, vous verrez dans la présentation, l'IA se miniaturise de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, il y a des processeurs dédiés spécifiques à l'intelligence artificielle qui permettent de faire tourner de l'IA. Il y a NVIDIA aussi qui nous a mis dans ses partenaires. On est devenu le premier partenaire IA en conseil en France pour NVIDIA. Et donc ça, c'est tout ce qui est carte graphique qui permet d'accélérer notamment l'apprentissage, mais aussi l'inférence des réseaux de neurones qui ont pas mal d'avance sur ces sujets-là. Vous verrez, si vous allez sur leur site web, ils parlent beaucoup d'intelligence artificielle. C'est toute leur roadmap est axée autour de ce sujet-là. Et ensuite, il y a Hewlett Packard qui nous a mis également dans leur pool d'experts en intelligence artificielle. Là, c'est plutôt sur des data centers, des grands centres de calcul ou du calcul haute performance, où l'intelligence artificielle intervient pas mal également. Donc voilà pour Neovision. Je ne vais pas aller plus dans le détail. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut aussi en discuter après avec grand plaisir. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc d'intelligence artificielle. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Donc, c'est important, je pense, de donner une définition, puisque même quand vous regardez dans les experts n'ont pas tous la même définition. Donc, c'est bien un peu de s'accorder déjà sur ce que c'est. Pour moi, ce sont des technologies informatiques qui sont capables de résoudre des problèmes à forte complexité algorithmique, et particulièrement des tâches que les humains réalisent avec leurs fonctions cognitives. Donc, les fonctions cognitives, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement, vous voyez une photo de quelqu'un que vous connaissez, vous n'allez pas dérouler un algorithme dans votre tête pour deviner et retrouver quelle est la personne. Vous allez tout de suite savoir ce que c'est, qui c'est. Et donc, pour ça, il y a un ensemble de fonctions qui s'activent dans votre cerveau et qui vont permettre de reconnaître un visage, reconnaître que c'est une personne que vous connaissez. Et donc, aujourd'hui, particulièrement en 2020, on a de forts progrès autour des fonctions cognitives. Donc, c'est tout ce qui est reconnaissance d'images, reconnaissance du son, reconnaissance, analyse documentaire et recherche de patterns, de formes dans des données. Mais aujourd'hui, ça reste un rouage dans un système informatique plus global, une fonction qui a des entrées, qui a des sorties et qui va résoudre des problèmes difficiles qu'on n'arrivait pas à résoudre hier. Et effectivement, l'IA est une définition qui est un peu mouvante, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, l'IA, on parlait d'intelligence artificielle pour la boîte automatique de vitesse. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout d'intelligence artificielle pour ça. Et demain, certainement que la définition que je vous donne, en tout cas la deuxième partie, ce seront plutôt des fonctions qu'on va utiliser pour créer des intelligences artificielles de plus haut niveau. Et je pense que demain, on se concentrera plus sur des fonctions de type mémoire, contextualisation, qui permettront de faire des choses encore plus intelligentes, même si c'est difficile de parler encore d'intelligence aujourd'hui. Donc, je vous ai dit, la triade de l'IA, c'est les données, les algorithmes et le matériel. Et en particulier, on parle de machine learning. C'est une branche de l'intelligence artificielle, ce n'est pas la seule, mais c'est celle qui a beaucoup progressé là, dans les dernières années. Pour que vous compreniez un peu le framework global, il y a une base de données. Ce n'est pas juste des données brutes, il faut annoter ces données. C'est-à-dire qu'il faut que vous disiez ce que veut dire la donnée. Sinon, vous avez juste une base de données, vous n'avez pas vraiment d'informations. Par exemple, si vous voulez reconnaître une tumeur,
il va falloir avoir une image de cette tumeur, mais aussi dire où se trouve cette tumeur et avoir des exemples d'images saines où il n'y a pas de tumeur. Pour que vous puissiez apprendre avec un algorithme de machine learning. Alors là, il y en a plein. Je vais vous parler du deep learning en particulier, qui est une branche du machine learning. Mais il faut comprendre que le machine learning, c'est un ensemble d'algorithmes qui va apprendre automatiquement sur les données pour créer un modèle. Et donc, le modèle va avoir des millions de paramètres, des milliers de paramètres qui va apprendre automatiquement sur la base de données. On va passer pas mal de données. Et basiquement, quand le système a raison, donc quand la prédiction est bonne, on va laisser le modèle tel quel. Et quand il a tort, on va l'améliorer, l'optimiser. On va optimiser ces paramètres pour qu'il se trompe moins sur les données sur les nouvelles données qu'on va lui donner, pour ainsi finalement se tromper le moins possible sur les données en entrée. Et donc à la fin, on a un modèle qui va permettre de faire une inférence, qui à partir d'une nouvelle donnée va pouvoir faire une prédiction, donner sa solution. Donc vous avez compris que finalement on a déplacé le problème de modéliser finalement à la main le problème. Linda parlait tout à l'heure de la modélisation de la médecine, finalement sur comment modéliser un problème grâce à ces données. Et donc l'objectif, c'est d'avoir suffisamment de données qui sont représentatives du problème pour que l'IA puisse apprendre finalement à modéliser la solution. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, grâce au deep learning notamment, on n'a plus besoin d'avoir des données pré-traitées, on peut donner directement des données brutes. Alors qu'avant, pendant des années, on était obligé de réfléchir à créer des descriptions des données, ce qu'on appelle des features dans notre jargon, pour ensuite prendre des décisions sur ces descriptions-là. Alors qu'aujourd'hui, le deep learning peut directement prendre en entrée les données brutes, typiquement des images, ou alors des données textuelles, des données de contexte également. On va apprendre les différents paramètres. Là, l'ensemble de ces traits, ça représente des poids, par exemple, dans le système. Et directement en sortie, on peut avoir la sortie attendue. Par exemple, les 3 sorties-là, ça pourrait être est-ce que c'est une tumeur de type A, une tumeur de type B, ou alors une image ou une cellule qui est saine, par exemple. Ce qui a beaucoup changé là, dans les dernières années, c'est qu'on a eu énormément de nouvelles données qui ont permis en fait, d'apprendre des modèles qui n'étaient pas possibles à apprendre avant, notamment en deep learning. On a eu une base de données qui s'appelle ImageNet avec 22 000 catégories et 14 millions d'images qui ont toutes été labellisées à la main. Avec ça, c'est un chien, ça, c'est un chat, ça, c'est un cheval, ça, c'est un vélo, par exemple, avec beaucoup de catégories différentes, et toutes validées, labellisées par des scientifiques et rendues publiques. Et donc, ce qui a permis en fait, déjà d'avoir un benchmark pour la reconnaissance d'images, et ensuite de pouvoir entraîner nos algorithmes, les algorithmes d'intelligence artificielle sur cette base. Ce qui a aussi beaucoup changé, c'est dans les années 2010 à peu près, 2012, l'apparition de cartes graphiques avec une puissance de calcul bien supérieure. Il y avait une des questions dans la préparation là, qui m'avait été posée, c'était quel matériel pour l'intelligence artificielle. Clairement, les cartes graphiques, et en particulier NVIDIA a joué fort là-dessus, puisque elles permettent en fait d'avoir une puissance, des calculs en parallèle, en fait, énormément de calculs en parallèle, et tout ce qui est optimisation de réseaux de neurones, typiquement, ça se parallélise très bien. Et donc, c'est un matériel qui est très adapté en fait, pour notamment l'apprentissage, la phase initiale, qui peut prendre des semaines, voire des mois pour les algorithmes les plus complexes, et qui sont énormément accélérés en fait, par ce type de hardware. Et aujourd'hui, la société investit énormément sur un ensemble de logiciels aussi pour optimiser l'apprentissage sur ces cartes graphiques. Lucas, peut-être que tu pourrais préciser, on a une question notamment sur les quantités de données. Est-ce que tu aurais d'autres ordres de grandeur à nous donner sur alors complètement. Le rapport entre la quantité de données et la qualité ou la complètement, complexité alors les deux sont importants en fait, la qualité et la quantité. Si vous donnez plein de données et que la qualité est très mauvaise, typiquement si vous voulez différencier au niveau de ma solution, par exemple ici, je veux pouvoir reconnaître une tumeur de type A, une tumeur de type B et pas de tumeur. Si dans mes données, j'ai des confusions entre les deux premières tumeurs, mais pas de confusion entre les tumeurs et les non-tumeurs, il y a de fortes chances que mon IA derrière va avoir des confusions entre les deux premières classes. Puisque il n'y a rien de pire que de donner un mauvais exemple, une fausse donnée, parce que l'IA elle va essayer d'optimiser ses paramètres pour se tromper le moins possible sur les exemples qu'on va lui donner. Donc si dans les exemples il y a des erreurs, forcément elle va pas pouvoir comprendre elle-même que
que là, c'est une erreur. Par rapport à un humain, si je vous explique la différence entre un chien et un chat, et que je vous montre plein de photos, au bout d'un moment, si je vous dis ça, c'est un chien, et que vous avez déjà un peu appris ce que c'était un chien, vous allez me dire non, Lucas, là, tu te trompes, je pense que ça ressemble plus à un chat. Puis après, il y aura débat, et peut-être que vous allez mettre à jour votre conception de ce que c'est un chien d'un chat. Une IA, elle n'est pas capable de faire ça. Une IA, elle va croire ce qu'on lui donne, aujourd'hui en tout cas. Elle va utiliser les données en entrée pour optimiser son système. Et donc, elle est bête finalement dans sa façon d'apprendre. Elle apprend bêtement et purement ce qu'on lui donne. Donc, la qualité est très importante. Et donc, c'est important. Et souvent, dans les systèmes, on a des experts qui vont annoter les données, mais derrière, on a aussi des autres experts qui viennent valider ce que les premiers experts ont donné comme information. Et parce qu'un expert peut se tromper, parce qu'à un moment, il peut ne pas être sûr de lui, parce que la question peut être difficile aussi. Et après, sur la question de la quantité de données, ça a beaucoup évolué en fait depuis notamment ce graphe-là, parce que dans les années 2010, on était encore sur des systèmes qui n'utilisaient pas de deep learning et on était sur de la reconnaissance d'images à peu près avec, là pour le coup, des millions d'images en apprentissage. On était à peu près à 25% d'erreurs. Et à partir de 2012 et l'utilisation des cartes graphiques et des architectures adaptées, on a gagné 10% d'erreurs et puis on a gagné en pourcentage d'erreurs jusqu'à tomber en dessous des 5%. Et 5%, c'est un seuil emblématique puisque c'est le taux d'erreur d'un humain sur la reconnaissance d'images. Mais là, à l'époque, on était encore sur l'utilisation de millions d'images pour l'entraînement. Depuis, il y a eu en fait des innovations dans le domaine de l'apprentissage, notamment il y a le transfer learning qui est apparu, qui permet en fait d'utiliser les premières couches du réseau de neurones comme acquises, on va dire, sur des tâches comme les chiens, les chats, les chevaux, donc pas forcément la tâche qu'on veut résoudre. Et ensuite, les dernières couches vont être apprises sur les données qui vont être utilisées, qui sont représentatives du problème. Et là, on a besoin de beaucoup moins de données pour le coup. On a besoin plutôt que des millions d'images, on a plutôt besoin de 1000 images, voire 100 images quand le problème est bien posé. Entre 1000 et 100, on va dire, quand le problème est vraiment bien posé, qu'il n'y a pas trop de variabilité. Mais on va dire, vous verrez, je donnerai des exemples tout à l'heure dans des exemples d'IA et santé, où on est plutôt de l'ordre de 1000, 10 000 images, 10 000 données, on va dire, pour apprendre un système. Donc, je parle beaucoup d'images parce que c'était la computer vision, l'analyse d'images qui a pas mal fait avancer le domaine. Mais après, ça s'est répandu à tous les autres, tout le traitement de la donnée de manière générale, donc l'analyse de texte, l'analyse sonore et bien d'autres encore. Donc voilà pour répondre à la question. Et donc pour finir sur la partie théorique de l'IA, comme les performances ont pas mal atteint celles de l'homme, en tout cas sur l'analyse d'images, les chercheurs et les scientifiques ont travaillé en fait sur la miniaturisation de l'intelligence artificielle, donc optimiser les algorithmes pour qu'ils aillent plus vite, que les réseaux soient plus efficaces, et aussi avoir des processeurs spécifiques dédiés à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, il y a eu Movidius, il y en a maintenant dans les téléphones portables. Tous les grands constructeurs de processeurs ont dans leur roadmap des processeurs spécifiques à l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des petites opérations, en fait, des petits kernels qui font les opérations de base d'un réseau de neurones, parce que c'est des opérations simples, c'est des multiplications, c'est des maximums, c'est massivement parallèle également. Donc ça se porte très bien en fait à l'utilisation de processeurs de hardware spécifiques. Et ça demande peu de précision, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser des calculs en entier. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de calculs flottants avec des virgules après la virgule. Vous avez juste besoin d'augmenter en fait la taille de votre réseau et vous pouvez avoir les mêmes performances, un peu moins bonnes, mais en tout cas la perte de performance est pas la même ordre de grandeur par rapport à la perte en termes de mémoire et de calcul associés. Donc voilà un peu sur ce que c'est l'IA. Et voilà, je vous montre 2-3 exemples d'applications et vous voyez un peu que le scope est très large. On a tout ce qui est détection d'émotions, détection de visage qui ont été permises grâce à l'intelligence artificielle. Il y a tout ce qui est reconnaissance vocale et traduction aussi. Donc, on analyse directement le son et on peut directement le transformer dans du texte et ensuite le traduire. Il y a le jeu de Go aussi. Alors ça, c'est marrant parce que quand j'étais à l'école, on disait qu'il fallait attendre 2050 pour pouvoir battre le champion de Go en ayant des approches un peu brute force et d'exploration de toutes les données et toutes les possibilités. Aujourd'hui, grâce à l'apprentissage par renforcement, qui est aussi une branche de l'intelligence artificielle, et du deep learning qui va apprendre en fait si une forme est forte ou pas, une IA réussit à battre un champion. D'abord en apprenant sur les top players,
et ensuite en apprenant uniquement à jouer contre elle-même. Donc la voiture autonome bénéficie également beaucoup de l'intelligence artificielle. Là, vous voyez un exemple sur des images HD à 30 fps de la segmentation sémantique. Donc à chaque pixel, dire ce que veut dire le pixel. Donc là, vous voyez, pour chaque pixel, on est capable de dire c'est une voiture, c'est du sol, c'est un arbre, ou c'est du trottoir, ou c'est un piéton. Et ça à 30 fps. Donc là, dans le domaine du médical, de la santé, la segmentation, c'est un problème très vieux et qui est très difficile. Aujourd'hui, vous verrez des exemples tout à l'heure, qui est grandement aidé grâce aux dernières avancées en intelligence artificielle. Donc là, il y a aussi des enjeux de temps réel, bien évidemment, pour la prise de décision de la voiture autonome. Je voulais parler de génération de photos également. Vous voyez un peu l'avancée en génération de photos. Si ça vous intéresse, vous pouvez taper This person does not exist sur Internet. Il y a un site web où chaque fois que vous rafraîchissez la page, vous avez une nouvelle personne qui n'existe pas, qui est proposée. Maintenant, on est capable de générer des données qui ressemblent à des bases de données grâce à de l'intelligence artificielle. Ça s'appelle les GAN, Generative Adversarial Network, avec une grosse progression là dans les dernières années, qui laisse entrevoir pas mal de perspectives dans la création de nouvelles données très semblables à des données qu'on a. Donc il y a des perspectives dans les données rares, les données dangereuses à acquérir également, mais aussi dans le transfert de domaines, passer d'un domaine à l'autre. Il y avait une question qui m'avait été posée par une personne lors de l'inscription qui croyait beaucoup à la multimodalité, utiliser plusieurs modalités pour adresser des problématiques, typiquement utiliser un scanner plus de l'échographie, plus des données de contexte, par exemple, pour prendre la décision. Moi, j'y crois beaucoup également. Nous, on travaille par exemple dans le domaine de la voiture autonome sur de l'infrarouge plus du visible. Et clairement, quand on est dans un cas où le visible a du mal, par exemple de nuit ou quand il y a des brouillards, l'infrarouge peut venir combler en fait ce manque. Et il y a de l'information dans plusieurs modalités. Et l'IA, grâce à la fusion de modalités, est capable d'avoir des meilleures performances. Et notamment, si on veut pouvoir passer d'un domaine à l'autre, la génération de données peut être aussi un très bon moyen. Et le dernier exemple que je voulais vous donner, et après je vais vous parler des spécificités de l'IA à la santé, c'est le domaine de la robotique qui a énormément progressé, puisqu'il y a 5 ans, les robots n'étaient pas capables de descendre des marches d'escalier et d'ouvrir une porte sans tomber. On rigolait encore de certains challenges. Là, aujourd'hui, les robots sont capables de se déplacer et de faire des acrobaties en ayant appris justement sur plein d'exemples simulés et en optimisant ces paramètres ensuite à la réalité. On est capable d'adresser des problèmes qui étaient très difficiles à adresser avant par des méthodes classiques dans l'apprentissage. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de... Est-ce qu'il y a d'autres questions, Emmanuel, sur la partie, ce que c'est l'intelligence artificielle? Tu as le micro coupé, je crois. Ah. Oui, il y a une question, mais je pense que c'est peut-être un sujet que tu vas aborder après, enfin, sauf si tu veux l'aborder maintenant. Ça concerne plutôt tout ce qui est confidentialité, cybersécurité et notamment pour savoir si c'est conforme aux directives du programme Open, RGPD et voilà, tout ce qui concerne l'anonymisation du dossier patient aussi. D'accord, je vais en parler justement là maintenant. C'est ça, je me doutais. Merci. Alors, les bases de données. Donc, je vous ai montré plein de choses qu'on était capable de faire grâce à l'intelligence artificielle. Donc, très bien. La promesse maintenant, c'est qu'on est capable de résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre avant, mais il faut des bases de données. Et le problème, c'est qu'on a encore peu de données accessibles en santé, dans le domaine de la santé. C'est vraiment un gros frein et je pense que les acteurs qui arriveront à tirer leur épingle du jeu, c'est vraiment les acteurs qui arriveront le plus tôt possible à créer leur base de données, à réfléchir au cas d'usage qu'ils veulent adresser. Comme on disait tout à l'heure, avoir de la bonne qualité et la bonne quantité de données, et notamment des données qui soient représentatives. J'ai parlé de représentativité des jeux de données. C'est vachement important en fait, et ça je le vois dans beaucoup de projets que je fais, c'est qu'on a un premier jeu de données, on pense qu'on a suffisamment de données. Tout à l'heure, on disait combien de données il faut. Super, j'ai 1000 données. Est-ce que c'est suffisant pour apprendre et avoir un premier modèle? Oui, peut-être, mais c'est peut-être pas suffisant pour adresser tous les cas que l'IA pourrait voir. Et donc, la question, le point central, c'est vraiment est-ce que mon jeu de données est représentatif du problème que je veux adresser? Et donc ça, il n'y a pas de réponse absolue. C'est vraiment se poser, c'est une question statistique des différents cas qui vont se présenter à nous. Généralement, on va faire des scénarios, on va se dire voilà, il y a 3 scénarios qui existent. Est-ce que c'est vraiment les seuls? Est-ce qu'ils sont en nombre et en proportion? Est-ce qu'ils sont bien représentatifs?
moi, j'ai eu des cas, par exemple, où, comment dire, il suffit pas d'avoir un échantillon tiré au hasard dans une population pour avoir un jeu de données qui soit bien représentatif. Il faut vraiment se poser la question au début des différentes classes qu'on va adresser, des différents problèmes qu'on va adresser. Et notamment en santé, moi, je vois beaucoup de problèmes avec des bases de données qui ne sont pas équilibrées. Là, j'ai parlé des données qui sont souvent déséquilibrées. Typiquement, une maladie rare, on va avoir tendance à avoir moins de données associées à cette maladie. Et donc, quand une personne qui est saine, par exemple, on va avoir plein de données et il suffit pas de tirer au hasard en fait dans la population, dans les données, pour avoir un jeu de données qui soit suffisant pour apprendre. Il faut avoir vraiment des différentes classes qui soient équilibrées, c'est-à-dire autant de données d'une classe que d'une autre. Alors, vous allez me dire c'est compliqué pour les maladies les plus rares. Heureusement, les scientifiques arrivent un peu à répondre à ce problème-là par des astuces comme l'augmentation de données, c'est-à-dire utiliser des a priori sur à quoi ressemblent les données pour, à partir d'une donnée, en générer d'autres. Typiquement, je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez une image, vous prenez son symétrique. C'est une donnée qui a du sens, si elle a du sens, mais ça vous permet du coup d'avoir 2 fois plus de données dans votre base. Il faut faire attention aux corrélations cachées également dans les données. Vous ne pouvez pas juste utiliser une donnée pour coller partout une cellule malade dans une image saine, par exemple, parce que vous allez créer des corrélations dans vos données. Donc, bien travailler en amont sur la corrélation dans les données et sur la représentativité et l'équilibre des données, c'est très important. Ensuite, il y a la nécessité d'annoter les données par des experts. C'est un frein également, mais ça apporte un verrou aussi fort dans la compétitivité parce que une fois que vous avez, c'est beaucoup de travail en fait de pouvoir mettre des experts autour de la table qui se mettent d'accord. Ils ne sont pas forcément d'accord toujours. J'ai eu des projets en santé où les experts n'étaient pas d'accord et donc il faut trouver un consensus. Une des façons de faire, par exemple, c'est mettre un nombre impair d'experts et on prend la majorité, mais il y a aussi les mettre autour de la table jusqu'à ce qu'ils soient d'accord. Mais globalement, il faut annoter les données. Qu'est-ce que ça veut dire annoter les données? J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est dire pour une donnée, quel est ce qu'on veut comme sortie de l'intelligence artificielle et qu'on annote finalement ces différentes sorties et en suffisamment grande quantité et en suffisamment bonne qualité. Donc généralement, on fait annoter une première fois, on fait vérifier derrière. Lucas, excuse-moi, il y a un petit peu de bruit avec le micro, ça fait un peu de friture, peut-être si tu peux mettre… Ok, je vais le tenir comme ça. Merci, merci. Ok. Ensuite, il y a toute la partie réglementation des données de santé qui est également un frein. Donc, il faut faire attention sur la partie hébergement et on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données de santé. On ne peut pas les rendre publiques. On ne peut pas non plus les manipuler comme on veut. Le mieux, effectivement, c'est de pouvoir anonymiser les données au maximum et même par design, j'en parlerai tout à l'heure, de réfléchir en fait à une façon d'adresser l'intelligence artificielle et l'apprentissage sur ces bases de données de manière anonyme. On n'est pas obligé d'avoir tout le dossier patient pour pouvoir faire de l'apprentissage, la détection d'une tumeur sur une image, par exemple. Et donc ça, c'est dès la construction des bases de données, dès la construction de l'intelligence artificielle, bien segmenter les choses et bien compartimenter les choses pour construire les choses correctement. Identifier aussi les données par des numéros qui sont… Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui sont déjà prévues dans la réglementation pour ça, avant même l'apparition des derniers outils d'intelligence artificielle. Et après, ce qu'il faut savoir aussi sur les bases de données, c'est qu'il y a de plus en plus de bases de données publiques. Je vais vous donner un exemple juste après avec le Health Data Hub, mais aussi des challenges, des Kaggle et autres, qui, depuis quelques années, là je le vois depuis 2-3 ans, qui proposent des bases de données, par exemple, des grains de beauté, par exemple, qui sont annotés par des experts avec les différentes phases potentielles du cancer et qui permettent derrière de comparer les performances et de rendre finalement la recherche publique sur ces sujets-là, d'avoir des benchmarks finalement sur les bases de données. Donc, il commence à y avoir des bases de données publiques, mais il y a encore un gros enjeu pour les sociétés de créer leurs bases de données et d'être les premiers à avoir finalement leur jeu de données annoté par des experts qui vont finalement être représentatives de la problématique à adresser.
Et donc, l'exemple que je voulais donner, c'était le Health Data Hub. Donc, c'est une initiative publique en France qui a été lancée en 2018, qui est en cours de finalisation en ce moment. Et donc, c'est une plateforme de données publiques de santé, qui sera publique pour que le collectif puisse utiliser ces données-là pour adresser des problématiques de santé publique. Il y a un accompagnement pour la collecte des données et également pour la compréhension des données qui existeraient déjà dans la base. Aussi des accompagnements pour réduire les coûts à l'industrialisation. Donc, il y a toute une équipe qui est là pour aider les projets. Il y a des briques technologiques aussi qui sont réutilisables par la communauté et il y a des organisations de challenge pour que justement, comme je disais tout à l'heure, la communauté scientifique puisse avancer sur ces données publiques. Il y a notamment un financement de BPI France autour du Health Data Hub qui est annuel et qui récompense une dizaine de projets, généralement entre une entreprise, une société experte en intelligence artificielle, typiquement comme Neovision, et généralement soit un CHU, soit une institution de santé. Alors, on a quelques questions, oui. Lucas. On me demande en premier supervisé. Dans le début de la question a sauté, tu peux redire? Alors, c'est tout simplement, qu'en est-il de l'apprentissage non supervisé? D'accord. Alors, l'apprentissage non supervisé, là j'ai parlé de bases de données annotées par des experts. Ça veut dire que sur chaque donnée, vous avez finalement la cible qu'on veut prédire. Et l'apprentissage non supervisé, c'est quand on n'a pas de cible. C'est-à-dire qu'on a des données et qu'on veut, par exemple, séparer, on a des données sur des patients et on veut pouvoir séparer les patients en plusieurs groupes, mais sans avoir d'a priori sur les groupes. On a des données de tumeurs, par exemple, et des données saines. Et on ne sait pas dire quelles sont les données saines et quelles sont les données de tumeurs. Et on veut que l'IA puisse séparer en deux groupes. On sait a priori qu'on a deux groupes, par contre. Ça, c'est l'a priori qu'on va donner. Et on veut que l'IA puisse séparer au maximum les deux groupes. Alors, c'est un domaine de l'IA qui est encore très ouvert et où il y a beaucoup de challenges. Il y a encore beaucoup de travail et de recherche qui est fait là-dessus. L'humain est très, très fort sur l'apprentissage non supervisé. Même si il y a beaucoup de semi-supervisés où on va annoter certaines données, on va avoir quelques informations et on va réussir à généraliser. Aujourd'hui, il y a très peu de choses qui se font en supervisé. On a souvent de la détection d'anomalies, c'est qu'on va apprendre la normalité et détecter dès qu'il y a des points qui sortent de la normalité. Et on a du clustering, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir séparer en plusieurs groupes avec des a priori sur le nombre de groupes généralement. Quand on ne connaît pas le nombre de groupes, c'est quand même plus difficile parce que ça veut dire qu'il faut pouvoir évaluer la densité des données qu'on observe. Si on a des données qui sont assez éparses et un cluster qui, lui, est très concentré, si on n'a pas d'a priori sur la densité des données, c'est quand même assez difficile. Mais moi, je crois beaucoup plus au semi-supervisé, c'est-à-dire à la notation de quelques données pour pouvoir apprendre un modèle et qui supervise du coup qui va aider à superviser en fait le reste des données pour lesquelles on n'a pas de supervision et annoter à la marge les données qui nous semblent, les prédictions qui nous semblent les moins fiables. Merci. Alors la question suivante est celle-ci. Comment prendre en compte le faible accès aux soins de certaines populations et fera-t-on des réseaux de neurones spécialistes des populations riches? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a des biais dans les données, j'en ai pas parlé, mais c'est important dans les bases de données, le fait qu'elles soient représentatives. Il y a forcément des biais et on le voit en fait déjà nous en construisant certains jeux de données, quand nos clients nous fournissent des données, on voit qu'ils ont été construits par des personnes en France d'un certain type, d'un certain âge, d'un certain sexe, avec des a priori également sur quels sont les scénarios qu'il faut jouer. Et forcément, il y a des biais culturels, il y a des biais sociétaux. C'est très difficile, hein. Il faut chasser. Pour moi, il faut aller à la chasse à ces biais parce que forcément, si l'IA est utilisée dans le contexte dans lequel il y a les biais, c'est très bien. Mais par contre, si l'IA, et encore c'est très bien, c'est encore un débat philosophique ça, mais si après l'IA est utilisée dans un contexte plus large, forcément, on se retrouve dans le problème de représentativité des données qui n'est plus bonne et on a des problèmes. On peut avoir par exemple un jeu de données qui va apprendre uniquement sur des personnes d'une certaine tranche d'âge parce que c'était le cas, parce qu'on n'avait pas les personnes qui sont touchées par une maladie, par exemple, sont forcément dans une certaine tranche d'âge. Et forcément, on va avoir un jeu de données qui ne sera pas représentatif pour les personnes qui ne seront pas dans cette tranche d'âge. Mais du coup, dans les biais, ça peut être beaucoup plus pervers que ça. Vous pouvez avoir
on a des a priori sur à quoi ressemble la maladie, par exemple. Et donc, dans la sélection même des données, on va faire un filtre, un tri, sans se rendre compte, parce qu'on a des connaissances ou des a priori qu'on aura. Et donc, forcément, l'IA va apprendre uniquement dans ce sous-ensemble de données-là, et donc va intégrer ces biais-là. Donc, c'est ce qui est le plus difficile à trouver, les biais dans les données. Et je vous invite, on a un article sur notre blog qui parle en détail sur les biais et tous les biais cognitifs aussi qu'il peut y avoir dans les jeux de données. Il est assez intéressant. Je pourrais en parler encore une demi-heure si vous voulez, mais le plus simple, je pense que ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, c'est d'aller lire en complément cet article. Merci. Pour terminer, peut-être rapidement, pourquoi le deep learning ne peut s'appliquer dans le cas de la santé pour relâcher la contrainte de besoin de données à noter? Pourquoi le deep learning ne peut, pardon, s'appliquer dans le cas de la santé pour relâcher la contrainte de besoin de données à noter? Je sais pas si la question est très... c'est pas très clair pour moi. Je vais essayer de la reformuler. Vous allez me dire si vous avez compris la même chose. Pourquoi est-ce que quand on n'a pas de données à noter, Oui. est-ce qu'on peut l'appliquer en fait, à la santé ou pas? Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres techniques que le deep learning, c'est ça, quand on n'a pas de données à noter? C'est ça la question? Moi, je comprends plutôt. Comment tu la comprends, toi? Contrainte de besoin de données à noter, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer à la santé ou comment faire pour appliquer ce point à la santé? Alors peut-être que la personne va reformuler sa question, si vous pouvez comprendra reformuler la mieux. question, s'il vous plaît, parce que j'ai mal compris la question. Enfin, je comprends pas. On va attendre la reformulation, on va continuer le... Merci. En tout cas, oui, effectivement, il faut des données à noter. Il faut de l'expertise, en fait, finalement, pour prédire la même chose. Et aujourd'hui, le deep learning est en tout cas, le deep learning plus souvent des règles métiers par-dessus, c'est une des meilleures approches qui existent aujourd'hui pour poser un diagnostic ou pour prédire des choses. Il n'y a pas que du diagnostic, hein, il y a aussi de la prédiction. Et souvent, ça s'accompagne aussi d'un logiciel métier qui se trouve autour. Je vais vous parler tout à l'heure d'un exemple, d'un cas d'usage sur lequel on a pas mal travaillé, sur la planification médicale. Mais effectivement, souvent, ça s'accompagne, c'est des sous-tâches d'un logiciel métier plus global qui vient adresser une problématique de visualisation, de modélisation, de simulation parfois, pour lesquelles on a besoin de résoudre certaines tâches bien précises, pour lesquelles, là, effectivement, il faut... la notation, c'est quoi? C'est rien d'autre que résoudre la tâche, finalement, par des humains un certain nombre de fois pour que l'IA puisse après reproduire, finalement, cette tâche-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en tout cas, si vous voulez reformuler, avec plaisir. Sur la partie éthique, donc aujourd'hui, c'est un sujet qui est adressé assez largement par l'IA, puisque elle mise beaucoup là-dessus aujourd'hui pour se différencier de l'Asie notamment et des États-Unis. Il y a une liste qui a été donnée, une liste d'évaluation d'une IA digne de confiance, qui a été proposée par l'Europe en avril 2019. Qui est en fait une guideline qui vous donne une liste en fait de questions qu'il faut se poser dans un projet, une soixantaine. Est-ce qu'on a bien fait attention aux billets, par exemple? Est-ce qu'on a, enfin toutes les questions en fait finalement que j'ai commencé un peu à dérouler tout à l'heure, mais aussi d'autres sur est-ce que l'utilisateur est bien conscient qu'il discute avec une intelligence artificielle quand on a un système autonome, par exemple. Toutes des questions en fait qu'il est important de se poser quand on développe une intelligence artificielle. Et courant 2020, il y a aussi un projet de loi qui a été démarré fin 2019, courant 2019, relatif à la bioéthique pour des actes médicaux. Et donc là, aujourd'hui, il y a 4 grandes choses que j'ai pu ressortir de ça, qui est explication par le professionnel au patient du traitement qu'il est en train de lui administrer, notamment qu'il y a un diagnostic qui est posé par une intelligence artificielle ou que le traitement a été proposé par une intelligence artificielle. Aussi la saisie des informations qui sont relatives aux patients sous le contrôle du professionnel, que ce ne soit pas saisi automatiquement finalement par une intelligence artificielle. Aussi une interdiction des décisions médicales sur le seul fondement de l'intelligence artificielle. Alors ça, je pense que c'est une des choses qui va faire débat, pas aujourd'hui, mais dans le futur, parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore au point de pouvoir prendre une décision complètement grâce à l'intelligence artificielle, mais il y a des choses, notamment les décisions simples, qui vont très certainement s'automatiser.
et l'obligation de s'assurer de la transparence du fonctionnement de l'outil. On en a parlé déjà un peu tout à l'heure dans la partie guidelines de proposer sur la liste d'évaluation d'une IA digne de confiance, c'est savoir qu'il y a une intelligence artificielle derrière avec qui on interagit sur la partie acte médical. Je pense que ce qui est important aussi sur la partie éthique, c'est comprendre que l'IA n'est pas là pour remplacer en fait finalement le médecin, mais qui est vraiment un outil pour l'aider à mieux poser son diagnostic et qui puisse plus se concentrer et mieux faire son travail et plus se concentrer sur la relation qu'il a avec le patient, qui est aujourd'hui mise à mal par la quantité énorme de choses qu'on lui donne à faire, et notamment pouvoir justement avoir plus de temps sur des choses qui demandent plus de contextualisation, plus d'interaction avec le patient. Et donc, sur la partie éthique, c'est voir vraiment, on parle d'outils, mais voir vraiment, je pense qu'il y a aussi une formation qui est importante à avoir pour le corps de santé. Quels seront ces nouveaux outils et comment vont évoluer finalement leurs métiers avec l'intelligence artificielle et l'outil informatique de manière générale en fait. Donc voilà ce que je peux dire sur l'intelligence artificielle. Il y avait aussi une question qui me disait comment est-ce qu'on met en œuvre, c'était une question qui m'avait été posée, qui nous avait été posée quand on avait construit le webinaire, c'était comment est-ce que nous on met concrètement en œuvre l'éthique à Neovision. On a créé une charte éthique qui est plus générale que juste sur la partie technique et sur la partie application. Déjà sur la partie application, si on se pose la question, nous en interne, les différentes personnes de l'équipe, est-ce que ce qu'on est en train de faire, ça a un impact positif globalement sur la société et sur l'environnement? Est-ce qu'on a envie de voir ce genre de technologie voir le jour? Et ensuite, c'est tout le cadre et l'environnement dans lequel on va développer l'intelligence artificielle. Donc, ça peut être le cadre des collaborateurs. Est-ce qu'ils aient un bon cadre de travail, mais aussi également sur les sujets et sur les types de tâches qu'on va leur donner, notamment sur la notation. Ça peut être quelque chose d'assez aliénant. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça sur lesquelles on va développer des outils également pour être plus efficace. Donc l'éthique, c'est assez large finalement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je pense que le plus gros point, c'est se poser la question de à quoi va servir ce qu'on fait et est-ce que ça va aider finalement des personnes à pouvoir faire mieux leur travail et pouvoir plus se concentrer sur leur valeur ajoutée, mais pas forcément sur des tâches, se concentrer vraiment sur des tâches qui sont potentiellement répétitives, aliénantes et qui sont sans forcément de valeur ajoutée. En tout cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, surtout des outils de productivité que permettent l'intelligence artificielle. Voilà sur la partie éthique, sur la partie réglementation et sur la partie validation. Donc c'est un sujet qui est très peu mature, je pense, aujourd'hui, en tout cas pour l'intelligence artificielle. Et, il y a une guidelines, ou du moins un white paper qui a été proposé par la FDA sur la validation du machine learning et de l'intelligence artificielle. Pour l'avoir lu, c'est assez global, assez large. Ça manque un peu de concret pour moi. Mais au moins, ça commence à se poser les bonnes questions sur la partie validation des jeux de données, sur la partie framework global, sur la qualité de mise en place d'intelligence artificielle, qui pour moi n'est pas si spécifique à la santé que ça. C'est assez général et c'est des choses que nous, on applique déjà en fait plus généralement dans d'autres industries. Mais voilà, les grandes réglementations pour moi, c'est surtout sur la RGPD, donc la confidentialité, l'anonymisation des données et que les personnes puissent avoir accès à leurs données à partir du moment où elles sont identifiables, qu'elles donnent leur consentement, qu'elles soient au courant, qu'elles puissent les supprimer si elles le souhaitent. Il y a toute la partie réglementation sur l'hébergement des données de santé, donc ça ne change pas. Il y avait déjà des choses qui étaient déjà en place. Il y a des hébergeurs aujourd'hui qui sont agréés pour héberger ces données-là. Ensuite, il y a tout ce qui est marque HCE et FDA. Donc ça, c'est tout un process qualité logicielle et qualité de développement qui est à mettre en place dès le début, dès le lancement d'un projet, quand on veut prévoir ce marquage-là. Et ensuite, il y a des normes de développement qui sont assez classiques. On a la norme ISO 9001, qui est une norme de qualité et de management en logiciel. Et ensuite, on a des normes plus spécifiques au développement de dispositifs médicaux, jusqu'à des normes très spécifiques. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de normes sur l'intelligence artificielle. Et on m'a posé des questions sur l'auto-apprentissage, par exemple, sur des systèmes auto-apprenants. Il y a juste des guidelines qui expliquent comment bien construire ces jeux de données pour qu'on ait le plus de transparence possible
et qu'il y ait le moins de biais possible. Donc, typiquement, ça, c'est des choses qu'on connaît depuis un certain temps. C'est les jeux de données. Il faut qu'il y ait un jeu d'entraînement sur lequel on va apprendre, un jeu de validation sur lequel on va fine-tuner les paramètres et un jeu de test sur lequel on va valider les performances. Ce que dit la FDA, typiquement sur ce sujet, c'est que la R&D ne doit jamais voir le jeu de test. Donc, c'est un peu difficile. Donc, pour ça, pour moi, la bonne réponse, c'est de séparer le jeu de test. Il faut avoir un deuxième jeu qui est le jeu, on va dire, final. On peut appeler ça de jeu de certification ou jeu final de test pour vraiment que la R&D ne voit jamais. Mais c'est quand même important pour moi que la R&D ait un jeu de test pour pouvoir quand même valider en interne les performances. Ou alors plusieurs jeux de test. Voilà. Et ensuite, il y a les algorithmes. Donc pour moi, c'est encore un challenge. Il y a pas mal de personnes et de guidelines qui parlent d'interprétabilité ou d'explicabilité des IA aujourd'hui en deep learning, notamment, ce qui donne les meilleures performances. Vous l'avez vu dans ma présentation tout à l'heure. On a surtout des paramètres. Le modèle, il est très simple, il est explicable. Vous pouvez le mettre sur une feuille de papier, mais par contre, les millions de paramètres qui sont dans votre système, vous ne pouvez pas expliquer ce qu'ils veulent dire. On peut un peu visualiser et un peu comprendre comment fonctionne le réseau de neurones depuis pas longtemps, mais on ne peut pas expliquer la décision. Ce n'est pas un algorithme rationnel qu'on peut écrire sur une feuille de papier. Et de la même façon qu'un humain, on ne peut pas lui expliquer rationnellement, explique-moi pourquoi est-ce que tu es sûr que cette personne, tu la connais. De la même manière, aujourd'hui, les IA qui montrent les meilleures performances, elles ne peuvent pas expliquer comment est-ce qu'elles ont obtenu les performances. Par contre, il y a des personnes, il y a des challenges sur la validation formelle. Alors, vous savez que dans beaucoup de domaines certifiés, comme l'aéronautique, le transport, le spatial ou la santé notamment, il y a de la validation formelle de certains algorithmes qui vont prouver formellement qu'on passera bien partout ou alors qu'on va bien aller dans telle et telle branche du système. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui sur la validation formelle de réseaux de neurones. Ce n'est pas encore, selon moi, très mature, mais les gens commencent à travailler là-dessus pour donner une vulgarisation très simple de comment ça marche. On considère l'entrée des réseaux de neurones en les bornant un peu dans un espace et le déploiement, enfin l'information après se répand dans le réseau et on contrôle à peu près comment on va se déployer cette information-là pour après comprendre comment seront les sorties. Et donc, si on borne en fait les entrées, on saura à peu près borner les sorties. Mais ça reste pas une façon, c'est pas une validation. On va pas pouvoir vous prouver avec un certificat que l'IA ne se trompera pas si elle se trouve dans des cas proches de ce qu'elle a vu. Et aujourd'hui, on est capable de hacker des systèmes en rajoutant un peu de bruit sur une donnée et de complètement changer la sortie. Parce qu'aujourd'hui, vous-même, vous êtes sujet à des illusions d'optique ou alors à des biais cognitifs pour lesquels en fait, votre cerveau a été optimisé pour résoudre une tâche, mais dès qu'on sait quelle est la tâche qu'il faut résoudre ou comment votre cerveau résout la tâche, on est capable en fait, finalement de truquer un peu les données pour finalement que votre cerveau se trompe. Et ben, en fait, pour une IA, c'est pareil. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent pour empêcher et rendre robuste un réseau de neurones à ce type d'attaque. Mais on parlait de cybersécurité tout à l'heure et des attaques de ce type de système. Aujourd'hui, c'est encore un domaine ouvert de la science et il y a encore des challenges importants à relever. Le plus important pour moi, c'est de ne pas révéler sa base de données parce que ce genre de système, ils ont pour a priori de connaître soit la base de données, soit le réseau de neurones et encore moins de rendre public son réseau de neurones. Donc en cachant bien ses données, en cachant bien son réseau de neurones, on s'évite déjà beaucoup de problèmes par rapport à ce type d'attaque. Et effectivement, après, des systèmes de sécurité classiques, éviter qu'on puisse appeler maintes et maintes fois un même système en mettant des limites sur le nombre de connexions et détecter dès qu'il y a des cyberattaques avec des systèmes classiques de pare-feu et de systèmes d'information classiques permettent finalement d'éviter ce genre de problème. C'est important aussi de crypter les données qui transitent. Enfin, voilà, tout ça, c'est des problématiques qu'on a déjà adressées longuement en fait, dans le domaine de la santé, de l'informatique. Pardon. Voilà sur les spécificités de l'IA en santé. Est-ce qu'il y avait des questions encore sur cette partie-là? Oui, mais je te propose d'avancer sur les applications et puis sur les retours d'expérience, et puis on les a bien gardés pour tout à l'heure, les questions. Très bien, ça marche. Ok. Alors voilà, donc ça, je vais vous montrer quelques exemples un peu de comment l'IA a pu avancer dernièrement. Donc là, c'est un exemple dans le domaine
de la maladie de l'œil, sur la rétinopathie, pardon. Il y a une DeepMind, donc c'est une société américaine qui a été rachetée par Google, qui fait de l'intelligence artificielle, qui a développé une IA qui est basée sur 997 patients, avec 14 000 données. Donc c'est des données 3D qui ont été anonymisées, et pour lesquelles elle a réussi à abattre les performances des médecins. Il y a 5,5% de performance par rapport à 6 à 24% en fonction de la difficulté contre un médecin, qui descend à 5 à 13% quand on a du contexte. Donc là, l'IA n'a pas de contexte. Ça, c'est bien important de comprendre que souvent le médecin il pose son diagnostic avec du contexte, et là c'est sans contexte, on bat déjà les performances des spécialistes. Ensuite, il y a le cancer du poumon avec de la tomographie 3D. Donc là, on a l'air sous la courbe ROC, donc c'est performance des faux positifs versus les vrais négatifs. On va calculer l'air sous cette courbe. Et là, ils sont à 94,4%, avec une diminution énorme du nombre de faux positifs de 11% et 5% de faux négatifs. Donc, une grosse avancée aujourd'hui, marquée en 2019. Et à la détection de cancer de la peau, avec là, on avait 5000 images, 14 tumeurs différentes. Et donc là, c'est de la même façon, ils ont battu un board certifié de dermatologistes, donc 13 personnes, avec 96% en sensitivité et 89% en spécificité, en détection contre 85 et 92 respectivement. Donc une amélioration assez sensible de 10 et 3% en sensitivité et en spécificité respectivement. Ensuite, il y a tout ce qui est reconnaissance de nouvelles drogues. Donc là, je vous avais parlé des GAN tout à l'heure pour la génération de visage. Donc c'est un domaine qui aujourd'hui est assez mature pour pouvoir générer des molécules et donc des nouvelles drogues notamment. Et donc là, l'idée, c'est plutôt que de générer plein de drogues et après de faire les tests et avoir beaucoup de tests à faire. On va limiter énormément le nombre de cas à tester et très rapidement pouvoir identifier les nouvelles dans la la planification de synthèse, les nouvelles possibilités. Et alors cet exemple, je l'aime bien, c'est un microscope réalité augmentée qui a été fait par Google AI Healthcare en 2018, qui en fait directement dans le microscope va détourer la cellule ou la zone qui semble être où il y a une pathologie. Et derrière, après, la personne peut zoomer et aller faire son analyse plus en détail. Bon, ça reste un prototype pour l'instant, mais en tout cas, c'est des choses qui commencent à voir le jour directement en embarqué sur ce type de dispositif. Il y a aussi des systèmes maintenant, des compagnons healthcare qui viennent, où vous posez vos questions et qui vous aident à diagnostiquer finalement et à faire le tri entre les personnes qui ont des maladies communes comme un rhume ou une gastro, avec des maladies plus compliquées. Il y en a aussi une qui est sortie en France là, dernièrement, qui s'appelle le diagnostic et traitement, qui de la même manière mixe 15 000 problématiques et diagnostics différents en mixant les différentes questions et problématiques que peut avoir une personne pour aller poser derrière un diagnostic. Ça est bien écrit au début que ça ne remplace pas le diagnostic d'un médecin et qu'il faut consulter dans le moindre doute. Mais au moins, ça permet déjà d'avoir un premier pas dans l'automédication, dans l'autodiagnostic. Alors ça, c'est un exemple. On m'avait posé la question sur le Covid et l'IA dans le Covid. Alors, là, ça c'est un exemple qui est assez récent, 2020 forcément, où vous voyez une équipe chinoise en fait qui a travaillé sur la détection en 3D du Covid versus des pneumonies qui sont acquis via l'aspect communautaire plus classiquement, qu'on appelle CAP. Donc là, pareil, ils ont utilisé 4300 données computées de tomographie, donc des poumons en 3D, avec 3500 patients sur 6 centres médicaux différents et sur 4 ans, parce qu'il y a une année, enfin les derniers mois qui sont liés au Covid, et ils ont utilisé 3 ans de passé pour pouvoir, en supposant qu'il n'y avait pas de Covid dans les 3 ans passés, pour pouvoir comparer leurs résultats. Et ils en sont à 95% d'air sous la courbe ROC pour les pneumonies classiques et 96% sous l'air de la courbe ROC pour les Covid. Donc des très bonnes performances dans le domaine de l'intelligence artificielle, si on devait comparer un peu. Et le dernier exemple concret que je peux vous donner là en dernières avancées, c'est 2020.
c'est un système qui est quasi temps réel par rapport à un système de diagnostic classique pour les tumeurs du cerveau. Donc là, de la même manière, avec un nouveau système d'imagerie sur la base de laser, le système en fait a été appris sur 20. Alors là, il y a énormément de données sur peu de patients. Il y a 415 patients sur lesquels on a extrait 2,5 millions de données. Donc moi, je mettrais un petit bémol sur ce nombre de données-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de corrélations dans les données. Et on peut se poser la question de est-ce que 415 patients, ça suffit pour les 13 tumeurs différentes qu'il fallait, les plus classiques, hein, qu'il fallait tester. Les tests ensuite ont été faits sur 278 patients et ils ont obtenu 94% de performance contre 93 par les médecins. Mais le point important en fait de ce système-là, c'est que le système réalise toute l'analyse en 2 minutes 30, là où toute la préparation de l'analyse manuelle faite par des médecins, elle prendrait 30 minutes. Donc ça permet finalement dans le bloc opératoire d'être quasiment temps réel et de poser tout de suite un diagnostic, sachant que la personne, on lui a prélevé quand même un petit bout de cerveau. Donc c'est important dans ces cas-là d'avoir des systèmes qui soient plus rapides et plus temps réel. Donc je pense que l'enjeu, il était surtout sur cette partie-là, montrer que ces systèmes-là permettaient finalement d'être plus réactifs et plus opérationnels, enfin plus rapidement en bloc opératoire. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette partie? Il y a des questions qui sont en cours, Lucas, du coup. Peut-être. Oui, on va peut-être en poser une là et continuer, puis après terminer en posant les questions. J'en ai une qui est ici. Seuls les dispositifs médicaux devraient être certifiés. Ce type de certification est étendu aussi aux logiciels comme un logiciel d'aide à la prescription avec des conséquences pour les éditeurs. Comment voyez-vous la possibilité de certification DM des logiciels, surtout avec l'introduction d'IA dans les algorithmes? C'est une bonne question. Je pense que le mieux, c'est de séparer les systèmes et d'avoir un système qui va faire la prédiction d'un côté et le logiciel d'un autre et le dispositif médical d'un autre côté, et de bien cloisonner les choses. Là où ça se complique un peu, c'est quand l'IA est directement embarquée dans le dispositif médical. On a parlé de miniaturisation d'intelligence artificielle tout à l'heure. Mais tous les systèmes qui sont, on parlait d'éditeur logiciel par exemple, un éditeur logiciel peut séparer vraiment ces deux parties-là et avoir un système autonome, indépendant en fait, pour lequel il envoie une donnée et il a une réponse. Oui. Tu as encore des présentations à passer? Ou c'est fini? J'ai retour d'expérience. Je vais passer encore 5 minutes sur retour d'expérience et après on aura fait le tour. Ah, roule. Ok. Donc sur les retours d'expérience, comme je vous l'ai dit au début, c'est un peu les retours personnels que je peux vous donner suite aux 6 ans que j'ai pu faire à Neovision et puis les différentes personnes que j'ai pu rencontrer, les différents clients, prospects et autres veilles que j'ai pu faire aussi. Des choses qui sont assez concrètes. Alors là, vous avez vu, on a parlé pas mal d'imagerie médicale, mais pour moi, l'IA ne s'applique pas que à l'imagerie médicale. Il y a vraiment, il y a de la 3D, par exemple, vous avez pu voir. Il y a des compagnons également sur du NLP, Natural Language Processing. Mais je vais vous montrer quelques autres exemples et des retours d'expérience un peu plus larges que l'imagerie. Donc pour moi, il y a l'aide à la décision. Alors désolé, c'est encore l'imagerie, mais l'aide à la décision pour les pathologistes. Pour moi, il y a des nouveaux outils qui vont permettre aux pathologistes en fait, d'analyser une plus grande quantité de données, donc des bases de données pour moi qui sont des outils qui vont permettre d'analyser une plus grande surface plutôt que juste une lame et une zone de la lame. On va pouvoir analyser l'entièreté de la lame. Se rappeler aussi des cas passés, parce que c'est quand même compliqué de se rappeler il y a 10 ans sur un cas rare qu'est-ce qu'on avait fait. Donc ça, c'est l'outil informatique de manière générale qui va permettre ça. De croiser l'avis d'experts du monde entier. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup d'outils qui vont permettre la communication entre plusieurs experts. Et potentiellement, un expert de Grenoble pourra demander l'avis d'un autre expert à un autre endroit. J'ai vu des systèmes comme ça qui posent une question finalement sous forme de réseau social avec des experts vont pouvoir donner leur avis. Donner des éléments quantitatifs là où aujourd'hui les pathologistes sont surtout sur du qualitatif. Souvent, on doit compter des zones, on va pouvoir évaluer à quelle quantité, ou est-ce qu'on est plus ou moins proche d'une zone ou pas. Ça se fait de manière très qualitative. Aujourd'hui, l'IA va pouvoir donner des métriques et donc pouvoir quantifier ces choses-là. Et notamment, la grosse perspective pour moi, c'est corréler ces décisions-là avec des informations extérieures sur le patient, sur ces données pour lesquelles on va pouvoir du coup faire des corrélations. Sur la prédiction de flux, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, c'est plus sur la logistique et sur le domaine hospitalier. Pour moi, c'est croiser des données de santé, typiquement les services des urgences, le centre des pompiers,
le centre 15, pardon, les pompiers, les données aussi internes à l'hôpital, par exemple, est-ce qu'un chirurgien est en vacances ou non, et avec des données externes comme la météo, les pics de pollution, les données épidémiques, les rencontres sportives, les moments sociaux. Voilà, il y en a plein comme ça qui peuvent être utilisés pour prédire après quels seront les flux qui vont apparaître pour optimiser finalement. On parlait beaucoup des lits, la disponibilité des lits dans le domaine dans le cas du Covid, mais c'est un vrai sujet pour les hôpitaux. Aujourd'hui, ils font tout un peu à l'instinct et à leur intuition et à leur expérience, mais des outils prédictifs seraient vraiment très bons et aideraient pas mal sur ces sujets-là. On parlait de dispositifs médicaux qui vont, pour moi, devenir de plus en plus intelligents. Donc, il y a l'intelligence apportée par l'électronique embarquée et par la miniaturisation de l'intelligence artificielle, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, analyser directement en embarqué les données, plutôt que de remonter toutes les données vers le cloud, mais remonter juste les données qui sont pertinentes. Pour ça, il faut faire du pré-traitement en embarqué et donc avoir des outils qui détectent des anomalies ou qui détectent des cas ou des modalités directement en embarqué. Et la personnalisation du dispositif médical aux patients, c'est-à-dire qu'on peut avoir des systèmes qui apprennent à avoir un mode de base et qui va, avec une configuration peut-être pour des grandes catégories de patients, et après va se personnaliser en fonction de ce qu'il aura vu et appris sur le patient. Donc ça, je vois beaucoup de choses qui bougent là-dessus. Et ensuite, dans le cloud, la remontée d'informations, ça permet de mieux comprendre l'usage qui est fait des dispositifs médicaux, qui sont pour l'instant, pour la plupart, muets, détecter des anomalies. On peut voir des grands changements aussi s'opérer, regrouper les patients par groupe, voir comment les dispositifs médicaux se comportent. On parlait d'apprentissage non supervisé, c'est typiquement ce genre de choses qu'on pourrait faire. Et ensuite, prédire les soins, les besoins en soins, donc prédire le bon moment en fait pour faire un soin à partir des données qui ont été remontées, et prédire aussi les pannes. Ça, je vois beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce genre de problématiques, c'est-à-dire en fonction des informations, même de fonctionnement du dispositif, prédire que dans un mois, dans 2 mois, il va falloir le changer parce qu'on sait, parce qu'on a déjà vu beaucoup de pannes apparaître à partir d'un certain taux d'usage et à partir de certaines actions qui se sont passées dans le passé pour ce dispositif médical. En diagnostic et planification médicale, donc là, on a pas mal travaillé sur ces sujets-là avec la société Wright Medical. On a fait de l'apprentissage sur les données patients. Donc là, vous voyez, Wright Medical, c'est une société qui fait des implants chirurgicaux de l'épaule. Et l'objectif, c'est de bien aider le chirurgien à planifier son opération, choisir l'implant, le configurer, donc sa taille, sa position, en fonction des cas passés. Donc, on a les données du patient, par exemple, l'imagerie 3D de l'épaule. On a aussi les planifications qui ont été faites dans le passé par les médecins. Donc là, c'est un ensemble de données, de paramètres qui vont être utilisés dans le logiciel par les médecins. L'ensemble des choses que le médecin va faire vont être enregistrées pour que, quand on a une nouvelle donnée patient et une nouvelle planification à faire, on puisse prédire à l'utilisateur un nouveau cas quelle est la planification à réaliser, poser un diagnostic et prédire une planification médicale. Après, le médecin peut toujours réajuster les paramètres, réajuster sa planification, mais au moins, sur les cas difficiles, il aura eu une aide appréciable. Et ensuite, optimiser les systèmes sur les feedbacks pendant l'opération. Est-ce que finalement, quand je fais l'opération, c'est vraiment ça que je fais? Est-ce que je réutilise vraiment la planification que j'ai utilisée? Et ensuite, le vrai feedback le plus important, c'est sur le suivi patient. Est-ce que le patient est en bonne santé ou pas? Est-ce qu'il a été guéri ou pas? Est-ce qu'il est content finalement de sa planification médicale et du diagnostic? C'est la boucle finalement qui permet d'optimiser le système en entier. Et ensuite, l'IA, du coup, grâce à ça, elle permet de poser des diagnostics, de planifier et de prédire des cas rares. J'en ai déjà parlé. Voilà. Et ensuite, je voulais un peu élargir puisque les dispositifs médicaux, il faut les produire également. Donc, il y a pas mal de sociétés qui ont la charge également de la partie logistique et la partie production. Donc, sur la partie production, moi, je vois pas mal de choses sur la formalisation des process. L'IA, elle permet d'analyser si on a des entrées et des sorties d'un système avec des observations, par exemple, des caméras, ou alors avec quelque chose qui digitalise finalement les entrées de la production. On peut formaliser les process et savoir en fait finalement quelles sont les grandes formules de production. On peut détecter des défauts, détecter des anomalies en apprenant en fait à quoi ressemblent les défauts ou en apprenant à quoi ressemble la normalité. On peut détecter automatiquement des corrélations aussi dans la qualité.
voir qu'en fonction de certains types de paramètres, on a des corrélations qui vont sur la qualité, qui est une influence finalement entre les entrées et la qualité de sortie. On peut trouver le meilleur ordonnancement également pour produire le plus rapidement possible. Ça, j'ai eu pas mal d'échanges sur ces sujets-là aussi. On peut proposer des configurations intelligentes plutôt que de se baser sur des configurations qu'on a fixées une fois pour toutes. On pourrait se dire, bah, tiens, comment est-ce qu'on pourrait explorer l'espace des configurations pour trouver des améliorations finalement dans les configurations. Et ensuite, aider à la décision en cas d'anomalie. Donc, dès qu'on a une anomalie, comment aider l'opérateur finalement à prendre la meilleure décision, soit en retrouvant des cas passés où il a réglé la problématique de la même manière, soit en proposant complètement des solutions automatiquement. Et ensuite, en logistique, je voulais parler d'optimisation des tournées. Donc, pour moi, j'ai vu pas mal de choses, notamment dans le transport des patients et dans le transport des dispositifs médicaux et dans l'intervention. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en optimisation des tournées pour diminuer les trajets à vide, pour diminuer le délai d'intervention également. Si on a quelque chose d'intelligent qui permet de savoir où affecter les bonnes ressources, on peut vraiment diminuer pas mal les délais et mutualiser les ressources notamment, plutôt que d'avoir une vision aveugle de différentes ressources, savoir qu'un ambulancier, par exemple, peut faire tel et tel trajet et ensuite enchaîner sur tel et tel trajet. Donc pour ça, l'IA peut pas mal apporter. Elle est très utile pour vous aider à aller en vacances, mais elle permettrait également de trouver les meilleurs chemins et optimiser les tournées dans le domaine de la santé également. Et le dernier exemple que je voulais donner, ça terminera ma présentation, c'est sur la caractérisation d'activité humaine. Aujourd'hui, moi, je crois beaucoup à la détection de personnes et à la caractérisation d'activité pour le comptage, pour les zones d'exclusion et pour la détection de posture. La détection de posture qui permet de détecter les troubles musculo-squelettiques, par exemple, mais aussi pour caractériser vraiment ce que les gens sont en train de faire pour au mieux répondre à leurs usages dans un bâtiment. Et dans le domaine de la santé, moi, je vois un gros potentiel dans la détection de chute, puisque c'est quand même la cause numéro 1 de mortalité à domicile, notamment pour les personnes âgées. Et aujourd'hui, il n'y a pas de système fiable de détection de chute qui préserve notamment l'anonymat des personnes. Voilà. Donc, nous, typiquement, on travaille sur des sujets autour de la détection de chute en infrarouge où on ne peut pas reconnaître les personnes, donc qui préserve l'anonymat par design et qui permet d'adresser ce type de problématique. Voilà. Et donc pour la suite, moi, je vois pas mal se développer la télémédecine et la téléconsultation. Donc là, il y a aussi des données qui vont transiter et pas mal de choses qui vont pouvoir se faire automatiquement. L'automédication et des outils et des systèmes qui permettent aux patients finalement de mieux comprendre finalement sa maladie et son état de santé. Et ensuite, des systèmes, comme je l'ai déjà dit, qui vont permettre de mettre autour de la table plusieurs experts. Là, ils sont physiquement ensemble, mais on pourrait les imaginer à distance également. Et des systèmes qui vont permettre, notamment avec le dossier patient digitalisé, qui va permettre d'avoir un meilleur suivi tout au long de l'état de tout le parcours du patient finalement dans sa vie, pour mieux adresser finalement les différentes problématiques de santé. Donc voilà un peu les perspectives que je vois, avec pas mal de choses dans le digital, notamment avec des applications qui se développent beaucoup. Super. Merci beaucoup, Lucas. Avec plaisir. Pour tous ces exemples, tous ces détails. On a beaucoup de questions, et vu qu'on a déjà un peu dépassé le timing, je propose qu'on en réponde à 2 ou 3, et puis pour le reste des questions, si tu veux bien, on te les enverra, puis tu pourras répondre en direct aux personnes. Si ça marche, super. Ouais. De toute façon, vous avez mes contacts. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, ou si vous voulez aller plus loin dans ce que l'intelligence artificielle peut vous apporter, n'hésitez pas. Il y a aussi plus d'infos sur les réseaux sociaux. Digital League est aussi sur les réseaux sociaux, Medicalps aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux. Et maintenant, si vous avez des questions. Du coup, je prends un peu comme ça, enfin pas au hasard, mais moi je trouve qu'il y a une question assez intéressante concernant l'acquisition des données. Est-ce qu'il y a des outils ou est-ce qu'il y a des technologies qui sont plus performantes que d'autres? Est-ce que par exemple la technologie 3D, c'est plus facile pour analyser qu'un modèle 2D, par exemple? Alors la 3D, encore il y a très peu de temps, c'était une modalité qui était assez difficile d'accès. Parce qu'il n'y avait pas les objets il n'y avait pas les capteurs finalement, ou alors ils étaient chers ou coûteux en tomographie par exemple, je pense à la tomo.
Maintenant, il y a des scanners, par exemple, scanner de la bouche en 3D qui permet d'avoir un scan 3D de la bouche très rapidement. Il y a beaucoup de vision 3D qui se développe sur les téléphones portables. Il y a de plus en plus de 3D qui se développe également. Donc, on va avoir de plus en plus un monde de données qui va être 3D. Maintenant, je vous ai parlé de transfer learning au début. Il y a quelques années, ça s'est énormément développé en 2D. Maintenant, il y a enfin, depuis un an, des outils de transfer learning en 3D. Et donc, ça veut dire que le nombre de données qui est nécessaire pour adresser des problématiques en 3D a aussi énormément diminué. Donc, on peut maintenant adresser des problèmes de 3D avec une centaine d'exemples, un millier d'exemples, là où avant, il en fallait des dizaines de milliers. D'accord. OK. Peut-être une autre question aussi, encore peut-être sur les jeux de données. Comment on peut avoir un jeu de données représentatif et non déséquilibré dans le domaine de la santé, sachant que dans la vraie vie, il y a plus de données saines que pathologiques. Et du coup, comment on peut corriger ce biais voilà. C'est le gros enjeu. Le gros enjeu du domaine de la santé, effectivement, c'est avoir suffisamment de données sur les cas rares. Alors, quand on ne peut pas le faire, il y a l'augmentation de données qui est une réponse. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure avec les miroirs, mais il y a plein de façons de le faire. Il y a de la simulation également. On peut simuler les données rares, difficiles à créer. Et il y a les GAN aussi, la génération de données qui permet de répondre à ces problématiques. Mais on est sur des sujets vraiment… là, pour le coup, on est à l'état de l'art à 1 ou 2 ans, on va dire. Vous avez vu comment évoluent les GAN, mais c'est des choses qu'il est possible d'adresser aujourd'hui. Voilà. Et maintenant, sur des problèmes les plus compliqués, les plus rares, on peut apprendre la normalité pour détecter qu'est-ce qui sort de la normalité sans pour autant être finalement très précis sur ce que c'est cette anomalie. Moi, ce que je pense qu'une des bonnes stratégies, en fait, c'est d'avoir une stratégie mixte entre les maladies qui sont les plus courantes et pour lesquelles l'expert n'a pas de valeur ajoutée, ou peu de valeur ajoutée, on va dire, parce qu'il voit l'image et en 2 secondes, il sait tout de suite que c'est un problème, que c'est une pathologie. Là, utiliser de l'intelligence artificielle pour automatiser ces tâches répétitives et courantes. Et pour les tâches les plus rares, utiliser un système avec un humain dans la boucle, où on va finalement annoter les données rares, et où que ce soit toujours un expert qui vienne analyser, ou plusieurs experts qui viennent analyser ces cas les plus compliqués. Pour que demain, quand on aura suffisamment de données sur ces données rares, on puisse entraîner une IA finalement à essayer d'adresser ces sujets-là. Ok. Allez, peut-être une petite dernière, parce que concernant la formation peut-être des pathologistes, parce qu'aujourd'hui, l'IA va peut-être prendre plus de place au niveau des dispositifs. Et du coup, est-ce que tu sais par rapport à la formation, est-ce qu'il y a des gros besoins de formation justement sur ces… Oui, alors je pense qu'il y a un gros besoin de formation parce que les pathologistes utilisent encore des techniques qu'ils ont développées eux finalement pendant des années, plutôt sur des méthodes qualitatives et un peu quantitatives statistiques. Mais je pense qu'il y a des systèmes, même leurs méthodes d'évaluation vont évoluer, je pense, grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, c'est important qu'ils se forment le plus tôt possible à l'IA, aux nouveaux outils. Je sais que la région est en train a fait un appel d'offres public là, pour faire une formation pour un premier domaine, un premier métier de la santé qui était les infirmiers. Et ce type de formation pour les métiers finalement de demain, c'est très important parce que c'est important qu'on ne se retrouve pas finalement dans un monde où il y a un ensemble de technologies autour de nous, où on ne sait même pas les utiliser, on ne sait même pas les appréhender, et finalement qu'on reste avec des méthodes et outils d'avant, je ne veux pas dire archaïque, mais de l'ancienne génération, on va dire, et que finalement on se retrouve avec, parce qu'on a un manque de temps ou parce qu'on a un manque de formation et de compétences, on rejette certaines innovations qui pourraient être très bénéfiques pour le gain de temps pour tout le monde, parce que dans le domaine de la santé aujourd'hui, le gros problème, c'est le manque de temps pour les médecins, pour les infirmiers, pour tout le corps médical. Et ces outils-là ont une belle promesse d'automatisation des tâches répétitives. Et donc, c'est important, je pense, il y a des enjeux de formation importants, en fait. Donc, l'État français veut former 2 fois plus de personnes d'ici 4 ans à l'intelligence artificielle. Je pense que l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est très important de faire cette formation-là. On ne peut pas former tout le monde à devenir des matheux comme Anovision qui feront des modèles d'intelligence artificielle, c'est certain. C'est des compétences assez pointues en maths et en informatique. Mais par contre, sur l'utilisation de l'IA et qu'est-ce qu'elle permet de faire, qu'est-ce qu'elle ne permet pas de faire, et de ne plus voir l'IA comme dans des films de science-fiction, mais vraiment savoir de savoir finalement à quoi je peux avoir confiance. Est-ce que je peux avoir confiance finalement en un diagnostic qui est posé par une IA ou pas?
et à quel point je dois croiser les données et utiliser des informations de contexte. Ça, c'est important, je pense. Ok. Allez, une petite dernière, si tu réponds pas assez rapidement sur l'IA et le positionnement de la France par rapport à des IA de santé qui sortent en masse aux États-Unis et notamment en Asie. Et comment elle se positionne, la France? Est-ce qu'on est bien placé? Est-ce qu'on est un peu, Alors, c'est une bonne question. un peu en retard? Je pense Puis on qu'il y a, finira voilà, sur cette ouverture internationale. alors, il y a les États-Unis, il y a l'Asie, mais il y a des pays comme Israël, enfin des pays, il y a d'autres zones en fait, comme l'Angleterre. Il y a Israël aussi qui est pas mal en avance sur la partie santé, parce qu'ils ont des restrictions, enfin, ils ont pas d'autant de restrictions sur les données de santé notamment que nous. Et il y a des hôpitaux notamment qui innovent beaucoup plus que nos hôpitaux à nous parce que moi, je discutais avec un hôpital de la région qui me disait avoir voyagé justement dans ces pays-là et qui me disait que il était étonné à quel point ils allaient plus vite que nous parce que justement ils avaient moins de freins sur les données. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on ait des réglementations comme la RGPD et au niveau Europe. Et en France, la CNIL, hein, qui était déjà là, qui avait déjà fait beaucoup le même travail pour justement respecter la liberté et la vie privée des personnes. Mais d'un autre côté, c'est aussi un frein pour la recherche et le développement. Pour moi, il y a la partie recherche et développement où finalement on respecte indirectement la vie privée des gens parce qu'on ne va pas mettre sur la place publique finalement ces données-là. Et puis ensuite, derrière, il y a l'utilisation et le déploiement de ces systèmes-là pour lesquels le système en lui-même, quelqu'un qui interroge le système ne devrait pas avoir accès à la donnée, à la donnée qui se trouve derrière. Et ça, pour moi, c'est encore un peu mal géré, je pense, en France et en Europe, bien que il y a toujours le fait d'anonymiser les données, mais parfois anonymiser les données, ça empêche certaines applications. Le développement, en tout cas, de certaines applications qui, derrière, elles, pourraient être anonymes. D'accord. Je vous donne un exemple. Si vous floutez les visages sur une personne et que vous créez une base de données avec des visages floutés, c'est très facile de détecter une personne sur un jeu de données. Il suffit de détecter la zone floue, en fait. Donc, votre IA, vous n'allez pas pouvoir l'entraîner correctement. Donc, c'est encore un peu des challenges pour nous d'être complètement en phase avec les grands guides éthiques et d'anonymisation, mais ça se fait quand même. On peut réfléchir vraiment dès le début en fait, à concevoir nos systèmes pour qu'ils soient éthiques, responsables et qui permettent quand même d'adresser les grandes problématiques en IA, en santé. Mais ça c'est pas qu'une problématique en santé, hein, c'est plus général. Hein. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Je vous propose qu'on arrête là. Linda, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Oui, merci à tous. Merci à Lucas pour cette présentation et puis à toute l'équipe pour la mise en œuvre du webinaire et merci à tous les participants d'avoir été présents. Pareil, merci beaucoup. Donc, je redis ce que j'ai dit au début, c'est dans le cadre d'un cycle de webinaires que nous, on fait sur l'IA en partenariat avec notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je voudrais remercier vraiment aujourd'hui Lucas et puis toute l'équipe de Medical et tout particulièrement Linda, parce que c'était un vrai plaisir aussi d'organiser ce webinaire avec vous. Et puis, je vous donne rendez-vous donc, pour ce webinaire. Si vous n'avez pas pu le voir jusqu'à la fin, tous les replays sont disponibles sur notre Digital League TV. Vous avez vu passer le lien. Et surtout, n'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction à la fin. Et notamment, il y aura une petite question. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez voir abordés? On a d'autres sujets qu'on a sur le feu et qu'on va vous proposer, mais on prend en compte vos retours justement pour pouvoir vous proposer des webinaires les plus personnalisés possibles. Absolument. Voilà, donc tout est dit. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.